remercie Roland. Ce petit jingle, vous allez l'entendre à chaque fois, jusqu'à la fin. Le dernier, restez jusqu'à la fin, le dernier est animé. Avec des petits dessins rigolos. Première séquence, donc la science. Alors, on n'est jamais à l'abri de bugs. Je vois qu'il y a un petit message sur l'écran. En premier, un premier intervenant, nous devions accueillir, et si je dis nous devions, vous comprenez qu'il n'est pas là, il ne sera pas avec nous, Olivier Chambon. Olivier Chambon devait poser le sujet. Pourquoi Olivier ? Parce que Olivier parle merveilleusement bien de la conscience. Olivier est un psychiatre scientifique et nous souhaitions poser de manière scientifique le sujet de la conscience et surtout la manière dont les scientifiques appréhendent aujourd'hui la conscience. Olivier a une contrainte personnelle. Il a dit, je peux essayer d'être là, je peux essayer d'être là. Je lui ai dit, non, alors laisse tomber, Olivier. Par contre, si tu peux nous faire une vidéo pour remplacer ton intervention, voilà, ce sera sympa. Donc, il s'en excuse, mais il ne peut pas être avec nous. Alors, comme nous rebondissons, hein, on essaie de rebondir, j'ai appelé une amie commune, Valérie Seguin. Peut-être certains connaissent Valérie Seguin. Valérie, qui est réalisatrice de films, elle n'était pas ça du tout au départ, hein. Mais aujourd'hui, elle est réalisatrice de films, notamment sur la mort, sur le passage. Et là, elle vient de sortir de son dernier film sur l'âme, son dernier, comment on dit, le dernier, mais pas en anglais. Last but not least. Voilà, je ne parle pas bien anglais, moi. Et voilà, et Valérie ne pouvait pas, alors ça aurait été très intéressant que nous ayons Valérie, là je vous dis ce qu'on ne va pas, parce que Valérie, pour avoir interrogé tous ces scientifiques qui parlent d'une manière différente de l'âme, aurait pu nous faire une synthèse. Valérie présente aujourd'hui son film L'âme à Montpellier et nous lui souhaitons un grand succès. Son film reconnaît un très très grand succès. Bon, alors que faisons-nous ? Valérie a dit, mais vous savez, pour lancer le sujet de la conscience, ce que je peux faire, c'est faire un extrait de mon film sur la mort et ça lancera le sujet. J'ai dit oui, super. Et ensuite, nous aurons la vidéo d'Olivier. Vous me suivez dans le raisonnement, hein, comment on substitue à une séquence initiale une autre séquence. Alors, il faut que je vous dise quelques précisions. Il faut, voilà. Vous le savez peut-être, mais je le dis aussi pour les personnes qui me entendent. Aujourd'hui, que dit la science sur la conscience ? La science, elle a deux hypothèses. Une ancienne qu'on appelle matérialiste, qui dit « Oh, on est arrivé sur la Terre », je le fais court, hein, bien sûr, les vrais scientifiques vont s'offusquer, ils auront bien raison. On est arrivé sur la Terre, on a une complexification, on a un cerveau, et le cerveau crée la conscience. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse matérialiste. Le cerveau crée la conscience, la matière crée l'esprit. Et nous avons grandi ces dernières centaines d'années sur cette logique-là, c'est ce que nous apprenons. Et plus nous nous renforçons dans cette logique, et bien plus nous devenons matérialistes, globalement. Depuis quelques années, émerge une autre approche de la conscience, c'est celle qu'on appelle post-matérialiste. Cette approche, elle existait chez les anciens, elle existait chez les chamans, elle existait chez les peuples premiers. L'originalité, c'est que là, elle commence à entrer dans le champ scientifique occidental. C'est ça la nouveauté, c'est là qu'il y a une bifurcation et une révolution de notre perception de la science à nous, de notre chemin de science à nous matérialistes occidentaux, en tout cas système dominant. Voilà. Mais alors, les scientifiques vous diront aucune des deux hypothèses n'est prouvée, ce qui est vrai. Après, c'est des convictions, c'est des croyances, c'est des intuitions, c'est des ressentis qui vont nous faire dire non, non, la matière crée l'esprit, ou, hypothèse post-matérialiste, la conscience est première. Et c'est la conscience qui crée la matière. Et donc, nous sommes détenteurs d'une parcelle de conscience, mais cette conscience, elle est connectée à quelque chose de plus grand qui préexistait, et donc, nous pouvons le supposer, qui continuera de suivre et que nous rejoindrons après. Vous voyez la différence ? C'est pas nouveau parce que la vie, elle est ce qu'elle est. La conscience, elle est ce qu'elle est. Ni la vie ni la conscience ne nous attendent pour les définir. Elles sont. En revanche, nous, les humains qui cheminons essayant de comprendre, on est en train de se dire, tiens, si ce n'était pas la matière qui crée l'esprit, mais l'inverse. Et on commence à l'accepter collectivement. Et cette acceptation collective, là, est pour le coup une vraie révolution
épistémologique, culturel, anthropologique, parce que ça inverse complètement notre rapport. C'est ce dont vont nous parler les intervenants et intervenantes tout au long de la journée à leur manière. Et là, j'en profite pour les remercier parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, Ivan, mais chacun porte merveilleusement bien son sujet. Il ne le porte pas seulement avec la tête, si avec la tête, mais aussi et surtout beaucoup avec le cœur. Et c'est quand le cœur et la raison s'associent qu'on a cette puissance-là. Donc, ça va être à toi. Vous allez écouter dans cette vidéo courte que nous propose Valérie, vous allez écouter Mario Beauregard, neurobiologiste, qui a réuni autour de lui plus de 300 chercheurs autour du manifeste pour une science post-matérialiste, donc qui pousse cette hypothèse post-matérialiste. Vous allez entendre, ça va vite, alors je vous décode, parce qu'elle part au quart de tour, la vidéo. Vous allez entendre un médecin, Steve Lorenz, qui pose bien le sujet de « on est entre deux », et Thierry Janssen. Et voilà, et vous pourrez reconnaître aussi, ils ne parlent pas, mais Philippe Guillemant, Sylvie Détiolaz, Nicolas Fraisse, qui ont écrit ensemble un livre qui s'appelle « Voyage aux confins de la conscience ». Vous avez là un condensé d'acteurs et de propos sur ce nouveau courant scientifique. Je me tais, c'est à toi. Bah oui. Ben ouais, mais alors c'est là où ça va bien. En neurosciences, le dogme central, c'était que c'est le cerveau qui produit la pensée comme le foie sécrète la bile. Il faut dépasser cette vision-là, qui est matérialiste, réductionniste, parce que les théories matérialistes échouent à expliquer comment le cerveau génère l'esprit. Selon le docteur Beauregard, l'esprit, c'est l'ensemble des fonctions mentales, conscientes et inconscientes, donc les pensées, les émotions, les intentions, la mémoire, etc., que certains nomment esprit et d'autres conscience. Je sais aussi que le problème est juste énorme et que quand on parle de la conscience, vraiment, plus qu'on l'étudie, et ça fait plus de 20 ans avec l'équipe qu'on essaye d'avancer dans ce domaine, plus que notre ignorance est claire. Pourquoi la science actuelle n'arrive-t-elle pas à expliquer comment nos pensées, nos émotions, même notre mémoire, sont produites? Au fond, le cerveau est constitué de cellules, qu'on appelle des neurones, et de filaments qui connectent les neurones entre eux, qu'on appelle les axones, donc de la matière grise, la matière blanche. Mais comparé aux autres cellules de l'organisme, ces cellules-là n'ont rien de particulier. Donc, on n'est jamais arrivé finalement à expliquer comment on pouvait générer des fonctions mentales complexes simplement à partir de l'activité de ces cellules-là. Si la matière, en l'occurrence notre cerveau, se révèle incapable de produire un phénomène immatériel comme une pensée, alors d'où proviennent nos pensées, notre conscience? Cela amène des scientifiques à élaborer de nouvelles hypothèses. C'est le cas de Thierry Janssen, chirurgien et fondateur d'une école destinée aux médecins et personnels soignants. Plus j'explore ça, plus je redeviens convaincu que je me suis trompé longtemps en croyant que c'était la matière qui se complexifiait et créait la conscience. Et aujourd'hui, j'en arrive à vraiment me dire que c'est sans doute plutôt la conscience qui existe et qui crée la matière. Il ne faut pas ce réflexe dogmatique de dire « ben non, tout ça c'est n'importe quoi et on a tout compris, c'est telle substance chimique. » ou... Allez-y, expliquez-le, vous n'y arrivez pas. Mais l'autre, je dirais, position extrême qui dit « eh bien alors ça doit être comme ça, c'est cosmique, c'est une forme d'énergie. » Allez-y, expliquez-moi, on parle de quoi? Est-ce que vous pouvez me proposer une hypothèse, une théorie qui fait des prédictions que je peux tester? Voilà pour la manière dont on peut poser le sujet à travers cet extrait du film de Valérie et notamment Steve Lorenz qui explicite bien les deux hypothèses. Hein. Donc après, c'est une histoire de choix. Vers quelle hypothèse allons-nous avancer? Alors maintenant, nous allons visionner la vidéo. J'avais enregistré. Bonjour, bienvenue. On va recommencer. L'introduction n'avait pas été enregistrée, mais ça tombe bien. Si. Ah, bon. Je me tais, Laurence, tais-toi, continue d'avancer. Alors, Olivier, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, et puis pour lui rendre hommage, Olivier est médecin psychiatre. Olivier, grande gratitude et reconnaissance à Olivier, qui est en France une référence internationale, mais en France, celui qui
avec la crédibilité de la blouse blanche, j'appelle ça comme ça pour les scientifiques, nous a autorisé à parler des états élargis de conscience, nous a autorisé à parler des archétypes vivants, nous a autorisé à parler des entités et peut-être même des extraterrestres. Il rencontre tout cela dans ses voyages à l'exploration de la conscience et quand ses patients explorent la conscience. Donc, il y a bien un champ qui est un champ de conscience chargé de ce que nous produisons, projetons dans cet espace, mais aussi d'entités qui sont indépendantes de nous. Et Olivier est le scientifique qui nous a permis, qui nous dit, ben oui, parlez de ça, vous n'êtes pas fou, cela est. Voilà, donc gratitude à Olivier. Il a un impressionnant cursus académique, Olivier, et il a notamment co-créé en France le diplôme universitaire de psychothérapie intégrative, ça existe. Il aurait pu aussi l'appeler le diplôme de psychothérapie holistique, hein, dans cette idée d'approche globale. C'est un explorateur pionnier des états modifiés de conscience. Il a expérimenté l'hypnose, le MDR, les voyages chamaniques. Il développe depuis plusieurs années une nouvelle science de la conscience. Il est auteur de plein de livres, dont La conscience immortelle, écrit avec Marie-Odile Riffard, et plus récemment L'éveil psychédélique, comprendre les états élargis de conscience. Pour avoir été une des premières relectrices de son ouvrage, c'est un ouvrage passionnant, en 3 parties. La première partie sur la conscience est remarquable. Et ensuite, il développe ce qu'il appelle les psychédéliques. Alors, je précise que pour lui, les psychédéliques ne sont pas des drogues, ce sont des substances naturelles qui ont la capacité d'ouvrir, d'intervenir chimiquement, énergétiquement et d'ouvrir le champ de conscience. Donc, il va en parler dans sa vidéo puisque c'est le sujet de son dernier livre et c'est effectivement le sujet qui l'intéresse aujourd'hui. En arrière-plan, Olivier ne le dit pas, mais c'est à travers ces psychédéliques, alors vous avez peut-être entendu un « A », c'est parce qu'il y a un bruit de fond qui s'est arrêté. Oui. Je dis ça pour les personnes, chers amis à distance. Donc, pourquoi c'est important au-delà de ce que dit Olivier sur les psychédéliques? Parce que la conscience est un enjeu de société pour nous, si nous souhaitons élargir nos champs de conscience et nos changer de paradigme, comme on dit. C'est aussi un enjeu pour le monde du business, c'est aussi un enjeu pour les labos. Hein, autant, voilà. Donc, que ferons-nous demain de la conscience? Et les psychédéliques sont aussi à cette jonction-là. Qu'est-ce qu'on en fait? On utilise tout ce que nous sommes en train de dire sur la conscience pour grandir à nous-mêmes, ou on va utiliser pour contrôler. Il ne le dit pas, mais voilà, c'est moi qui l'ajoute en arrière-plan pour ajouter cette dimension-là. C'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne suis pas là aujourd'hui pour des raisons personnelles. J'en suis désolé. Alors, du coup, j'ai fait cette vidéo de remplacement pour ce thème conscience et citoyenneté qui est très intéressant, très important. Et je remercie Laurence Baranski d'avoir pensé à ce genre de réunion. Alors, je vais commencer en énonçant que notre psyché, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, ne sont pas créées par notre cerveau. Et il y a 2 faits majeurs qui penchent en faveur de cette affirmation. C'est ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, dans lesquelles le cerveau est à l'arrêt, les transcéphalogrammes plats, le cœur ne pulse plus, la respiration ne bouge plus. Et les gens ont des expériences de conscience avec une conscience accrue, beaucoup plus lucide, beaucoup plus performante cognitivement, ce qui devrait être le contraire si c'était les neurones du cerveau qui créaient la conscience. Et en deuxième argument, il y a ce qu'on appelle hard problème de la conscience, c'est-à-dire le fait que les neuroscientifiques n'ont jamais pu prouver, n'ont jamais pu montrer comment et si la conscience était créée par le cerveau. Donc, ils ne le trouveront jamais puisque apparemment le cerveau n'est qu'un récepteur pour des champs de conscience, qui filtre ces champs de conscience et qui les répercute au corps pour différentes opérations. Alors, donc, le matérialisme postule donc que la matière est première et que la conscience et l'énergie sont secondaires, ce qui est faux. Le matérialisme, avec ses prémices fausses, conduit à des conclusions fausses. Donc, c'est-à-dire qu'en partant de l'affirmation erronée que la conscience est créée par les neurones, le matérialiste conclut donc sans obstacle épistémologique majeur, puisqu'évidemment, il a mis le problème sous le tapis, que les phénomènes cognitifs normaux ou en conscience élargie sont liés à l'activation de réseaux de neurones. Ce qui n'est pas le cas, c'est plutôt lié à la connexion à des champs de conscience. Alors, au contraire, le post-matérialisme, ce qu'on appelle aussi idéalisme moniste ou idéalisme analytique, selon Bernardo Kastrup, postule que la conscience, avec un C majuscule, est première en tant que substance, au sens spinozien du terme, en tant que substance immatérielle à l'origine de tout, source de la matière comme de la pensée.
Et selon le post-matérialisme, notre conscience individuelle ne serait que le résultat d'une dissociation partielle et éphémère de cette conscience universelle. Donc notre psyché, cette dissociation partielle et éphémère de la conscience universelle, est occupée, parasitée, hypnotisée par un certain nombre de conditionnements, de croyances, de schémas cognitivo-affectifs, conglomérats de pensées, souvenirs, émotions liés à notre histoire personnelle, donc les schémas cognitivo-affectifs. Et ce sont de véritables attracteurs gravitationnels de l'attention, que l'on peut appeler ego. C'est-à-dire, ils capturent et ils captent et ils hypnotisent certains aspects de la grande conscience qui, elle, se retrouvent coincés dans la petite conscience, le tourbillon de la petite conscience par rapport à l'océan de la grande conscience. Donc, ces schémas, ces filtres, on peut les appeler l'ego. Et notre ego nous met dans une petite conscience, avec un petit c, personnel, en état rétréci de conscience. C'est l'ego qui filtre, qui bloque ou qui limite l'accès au champ de la grande conscience, avec un C majuscule à l'origine de tout, la matrice primordiale unicitaire d'où tout provient, qui infiltre et nourrit tout, et dont la matière n'est qu'un des états. Oui, la matière est un état de la conscience avec un grand C. Lorsque nous sommes guidés par l'ego, nous ressentons notre petit moi comme étant limité à notre corps et à nos ressentis personnels. À l'inverse, lorsque l'ego relâche son emprise, alors ça peut être spontanément lors d'un moment de détente ou lors d'une expérience spirituelle ou psychédélique, notre conscience, avec un petit c, s'élargit, se connecte à la plus grande conscience avec un C majuscule, d'où elle provient, comme la vague par rapport à l'océan. Et elle retrouve contact avec les qualités originelles de la grande conscience. Et ces qualités sont des connaissances au pluriel sur la nature de la réalité ultime sous-jacente à tout ce qui existe, mais aussi la lumière, mais aussi l'amour. Et dans ces cas-là, la petite conscience devient moins auto-centrée et égoïste et retrouve des qualités qui lui sont inhérentes, intrinsèques, comme la compassion, l'empathie, la bonté, la générosité, l'entraide, la gentillesse, qui sont constitutifs et naturels dans la conscience humaine délivrée de la prison de l'ego. L'homme n'est pas un loup pour l'homme. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a de plus en plus de livres qui paraissent chacun sur un des aspects. Il y a des livres sur la compassion, d'autres sur l'empathie, d'autres sur la générosité, d'autres sur l'entraide, etc. Avec des recherches en laboratoire, que ce soit en théorie développementale de l'enfant, ou sur les processus neurocognitifs, ou sur les jeux prosociaux, etc. Enfin, il y a beaucoup d'expériences dans tous les sens qui montrent que, oui, vraiment, de nature, avant qu'on soit déformé par la société ou par l'éducation ou par nos propres fantasmes, enfin nos propres conditionnements ou autoconditionnements, on a vraiment une conscience qui reflète le fait que elle est liée à toutes les autres consciences. Et ce qu'on fait à une conscience, on le fait à toutes les autres consciences. Un peu comme dans un étang, si on laisse tomber une pierre dans l'eau, il y a des ondes qui se reflètent à toute la surface de l'étang. Tout est touché en quelque sorte. Et bien là, c'est pareil, comme on vient et qu'on reviendra ensuite à tous à la même conscience, on est frères et sœurs de la même conscience, on va dire. Alors, donc le but, si l'on veut faire le lien entre conscience, citoyenneté et société, c'est que chacun d'entre nous connaisse ces états élargis et connectés de la conscience, pour avoir envie, donc du coup, naturellement, de créer une société basée sur ces valeurs, celles de la conscience, et non plus sur les notions ou le vécu de séparation, la crainte et la défiance vis-à-vis des autres, l'impossibilité de croire à une entraide possible, alors que nous sommes pourtant frères et sœurs de la même conscience mère, justement. J'avais envie de partager une suggestion, parce que je pense que je serai le seul à la faire et à pouvoir la faire là dans le groupe aujourd'hui. Et cette suggestion, elle est liée à une dizaine d'années depuis laquelle j'étudie des substances particulières qui permettent d'élargir la conscience, c'est-à-dire sont les psychédéliques. Alors, ils ne constituent qu'une des voies spirituelles possibles parmi bien d'autres, hein, comme j'ai écrit dans mon livre, auquel Laurence a d'ailleurs participé comme lectrice et correctrice, qui s'appelle L'éveil psychédélique. Mais c'est une voie qui a des propriétés d'ailleurs dont j'aimerais parler parce qu'elle me semble vraiment adaptée aux nécessités impératives de changement du monde actuel. Je pense que les psychédéliques, s'ils étaient d'usage légal et régulé, permettraient cette montée en conscience nécessaire pour nos sociétés humaines.
pour qu'elle puisse se réformer de l'intérieur. Gandhi disait d'ailleurs, réalisez en vous les changements que vous voulez voir apparaître dans le monde. Et donc, je répète, je pense que les psychédéliques, s'ils étaient d'usage légal et régulé, permettraient cette montée en conscience globale nécessaire à nos sociétés humaines. Et il y a 3 possibilités pour ça. On peut soit créer des nouvelles églises spirituelles psychédéliques. Ça existait, hein, ça existe aux États-Unis avec les Native American Church pour les Indiens natifs d'Amérique qui ont le droit de consommer du peyote dans un cadre religieux, ou bien pour l'église du Santo Daime, par exemple, qui permet à ses fidèles de consommer de l'ayahuasca dans un cadre communautaire religieux. Et ça, c'est au nom de la liberté d'expression et de pratique du culte. Ou alors, une autre possibilité, ce serait créer des centres de développement spirituel dans des endroits superbes, utilisant des psychédéliques avec accompagnement et encadrement spécialisé par des thérapeutes spirituels, des théologiens ou des psychothérapeutes. Donc là, c'est au nom de la liberté d'exploration de la conscience, pourvu que ça ne fasse de mal à personne. Et la 3e possibilité, ce serait de créer ou de recréer des communautés proposant des néo-écoles d'initiation à mystères comme ceux de l'Antiquité grecque, là, les mystères d'Éleusis ou Dionysos, qui étaient centrés sur un sacrement psychédélique. Un équivalent du LSD, hein, à l'époque d'Éleusis et Dionysos. Ce serait, si j'en parle, c'est parce que parmi toutes les pratiques disponibles pour élargir la conscience, c'est pratiquement la seule pratique spirituelle de masse, en excluant les contre-indications physiques et psychologiques, bien sûr, qui permettrait d'atteindre suffisamment rapidement et suffisamment sûrement l'élévation urgente et intensive du niveau de conscience collectif nécessaire pour faire face et pour survivre à la quadruple crise que nous connaissons, une crise sanitaire, une crise économique, une crise écologique et une crise spirituelle qui frappe et étrangle nos sociétés occidentales. Voilà, je voulais pas en dire plus, je voulais mettre le point et l'accent sur un certain nombre de choses. Je vous souhaite donc une très bonne journée à vous, le public, les intervenants, les animateurs de la journée et bien sûr à Laurence Baranski. Voilà, merci. Si je lui avais demandé de dire mon nom 3 fois. Et il l'a fait. J'ai essayé de couper le dernier, mais ça tenait une moins bonne qualité. Alors, c'est très drôle dans sa vidéo, parce qu'on voit, c'est pas un technicien, hein, c'est un psychiatre, mais pas forcément un technicien à vidéo. Et à un moment donné, mais c'est technique, hein, on entend, quand il parle de conscience au milieu, on entend devant, on se dit, mais bon, on est là. Voilà, peut-être quelque part dans le champ des états élargis de la conscience. Est-ce que, Ivan, est-ce qu'on passe aux intervenants, aux présents avec nous, ou est-ce que tu veux dire quelque chose ou faire part d'une réaction du chat? On a pour l'instant, alors merci Olivier, très bonne idée, centre de développement spirituel ou école des mystères. Donc, quelqu'un semble apprécier cette idée. On a quelques minutes pour prendre ou un commentaire ou un… alors, je précise, vous pouvez utiliser, si l'un d'entre vous peut faire passer les post-it qui peuvent remonter au fur et à mesure, hein, pas forcément à chaque interruption comme celle-là. Voilà, est-ce qu'il y a un commentaire? On a quelques minutes. Si un commentaire, on prend le micro. S'il y a un commentaire, on peut aussi prendre le micro, ou pas particulièrement, on continue à cheminer. Oui, Luc Biget aurait pu aussi parler de la conscience. Absolument, Luc. Alors, vous avez noté qu'il s'agissait des premières rencontres conscience et citoyenneté. Luc, si tu es d'accord, tu seras intervenant aux 2e rencontres conscience et citoyenneté. Je vois un participant. Jean, tu souhaites faire un commentaire, peut-être? Si tu peux venir là, tout simplement. Parlez fort. Très oui. simple. Bonjour. Parle fort. Ouais. Il y a un centre que je connais bien aux États-Unis d'initiation et d'expansion de la conscience. Parle fort. C'est l'Institut Monroe, qui existe depuis 1974 et qui organise des stages avec une technologie qu'ils ont développée à partir de ce qu'ils ont appris des maîtres yogis en Inde. C'est-à-dire qu'ils ont fait du reverse engineering par rapport à ce que vivaient les yogis et ils ont développé une technologie acoustique qui permet de reproduire l'expansion de conscience qui se produit chez un maître yogi en méditation profonde. Et donc, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs stages là-bas et c'est absolument fabuleux au niveau de ce que ça permet de faire au niveau du développement de la conscience. Donc, merci Jean pour ce partage. Merci. Merci. Merci.
Donc, en effet, il existe toute une série d'instituts, l'Institut Monroe, l'Institut des sciences noétiques, par exemple, pour ceux qui connaissent aussi, et probablement bien d'autres endroits où d'ores et déjà des pionniers sont avancés sur ces questions. Y a-t-il par post-it ou par chat encore un commentaire, ou alors on continue à cheminer? Oui, vas-y, alors si tu peux me donner le post-it. Voilà, et je vais le... Où tu poses la question directement. Voilà, où tu poses la question. C'est bien. Oui, je voulais juste citer aussi les travaux de Corinne Sombrin, Corinne qui, Sombrin. elle, ne va pas sur la voie de psychédélique, mais sur la voie de la transe chamanique. De la transe chamanique avec... Aussi sans... Moi, j'ai dit la transe. Je n'ai pas dit psy chamanique ou pas, j'ai dit simplement la transe. Voilà, donc ça peut être aussi une voie complémentaire ou une autre voie sans psychédélique. Merci beaucoup. Michel, Encore un commentaire, Michel. Les psychédéliques, c'est sûrement formidable. Je ne pense pas que ça puisse résoudre les nœuds émotionnels profonds. Ça peut élargir les champs de conscience, mais la résolution de nœuds émotionnels, de traumatismes d'enfance, etc., ne sont pas résolus par les psychédéliques. Merci Michel pour Alors, ce témoignage. On va continuer. Gardez vos commentaires sur les post-it, on les remontera au point interactif. Vous voyez, c'est le débat. Et ce que je crois à titre personnel, c'est comme Olivier, qui a un océan de la grande conscience, comme il l'appelle, et que quand on se connecte à ça, on entre dans des champs vibratoires beaucoup plus légers qui vont être des champs de coopération, de solidarité, d'amour et de bien-être. Mais que nous, humains, plus nous allons ouvrir ces champs-là et avancer collectivement, parce qu'individuellement, on peut le faire. Collectivement, plus nous allons voir apparaître ces débats et on va avoir à résoudre. C'est-à-dire que ce n'est pas d'un coup, on bascule et on est dans l'océan de la grande conscience. Donc, je ne vais pas dire, tu sais, c'est comme pilule bleue, pilule rouge de Matrix. Il ne faut pas que je dise ça parce qu'on va se... Mais c'est un peu ça, quand on prend la pilule rouge, il y a du travail après. Il faut inventer ensemble la manière dont nous éclairons ces champs-là. On passe à notre intervenante suivante. Parfait. Donc, je fais ça. Roland, c'est Jingle. à toi. Je fais de notre